à ma demande. Je sais que vous êtes dans tous les fronts, partout. Allah يخليلك صحتك, Allah يحفظك. Merci de me consacrer un peu de votre temps. Avec plaisir. Alors, pour commencer, on va enregistrer directement, comme ça on Bien sera. sûr, avec plaisir. Donc, juste pour vous, à titre de rappel, vous avez un parcours très particulier parce que vous alliez plusieurs casquettes. Donc, vous êtes à la fois un professionnel de terrain, épidémiologiste, consultant et enseignant. Donc là, c'est une grosse, grosse responsabilité. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes de tous les champs. Alors, votre sentiment, professeur Heikel, par rapport à cette pandémie, votre ressenti pendant tous ces mois où. Écoutez, d'abord, bon, j'ai euh, alors mon ressenti. D'abord, je vais parler en tant que également l'expérience, puisque notre clinique a été mise à la disposition de l'État pour accueillir des patients Covid-19. Donc, notre clinique est pleine de patients, comme si c'était un hôpital public avec donc des collègues médecins. Mon sentiment, c'est que le Maroc a fait vraiment de très très belles choses. Je suis en 30 ans de carrière en tant qu'épidémiologiste, je peux vous dire que la position stratégique adoptée par le Maroc, nous avons pu de façon extrêmement et d'autres éléments de protection donc de la population, mobiliser des stocks de médicaments pour traiter parmi les premiers pays au monde qui ont traité par un protocole particulier, c'est le Maroc. Je crois que sur cet aspect, et je crois que c'est un consensus général dans toute la population marocaine, pour, pour, pour une fois où réellement, mais tout le monde est d'accord sur que le Maroc a bien fait. Le Maroc, dans toutes ses dimensions. D'abord parce qu'il y a une décision royale extrêmement importante de mobiliser tout le monde, l'État, les militaires, les collègues. Puis ensuite, on a vu les professionnels de santé, hein, les médecins, le personnel paramédical, toutes les ressources de l'État ont été mises à la disposition. Puis ensuite, il y a eu quand même des mesures sociales et économiques qui sont importantes, bien entendu, pas autant que tous les citoyens le souhaiteraient, mais en tout cas, des efforts ont été faits euh, par Un petit souci de connexion, je crois. Je crois que mon sentiment aujourd'hui, vous m'entendez? Oui, 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 là c'est bon. Voilà. Mais globalement, nous pouvons être satisfaits du package, j'allais dire le package marocain, qui est une sorte de process intégré de différentes actions, qui sont des actions de l'État, des professionnels de santé, de la société civile qu'il faut remercier, des autorités, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé et d'autres. Et je crois que globalement, on a fait, comme diraient les anglo-saxons, we did the job. On a fait notre boulot. Le pays, le Maroc, a fait son boulot. Bien sûr, il y a encore des choses sur lesquelles nous devons optimiser. Le post-Covid, il va falloir qu'on réfléchisse comment le faire. Sur notre système de santé, on va en parler si vous le voulez. Sur les autres maladies chroniques pour lesquelles on n'a pas eu le temps de s'occuper, malheureusement, pendant cette période. On ne s'est pas occupé des diabétiques, des hypertendus, des cancéreux, des insuffisants rénaux chroniques autant qu'on l'aurait souhaité. Bien sûr, il y a encore, alhamdoulilah, des médecins qui ont continué à travailler dans le secteur public et privé, mais encore des patients que nous aurions dû voir encore plus. On s'est vraiment concentré sur le Covid-19 et je crois que le post-Covid fera en sorte que sur le plan aussi bien sanitaire, notre système de santé, sur le plan social et sur le plan économique, le Maroc va, après avoir traversé cette crise, va devoir réfléchir sur un nouveau modèle. Et d'ailleurs, le Maroc réfléchit sur un nouveau modèle de développement. Et dans ce modèle de développement, il s'agira de repenser notre système de santé, revaloriser et réfléchir encore mieux sur notre système social et également
mieux travailler notre système économique pour que si, Allah yahfad, et je ne le souhaite pas à notre pays, nous avions à subir d'autres crises, nous pourrions mieux les gérer, même si on a très bien fait jusqu'à présent, nous pourrions encore faire mieux pour le futur. Mais bon, vous avez donné une vision globale de la démarche riposte Covid depuis quelques mois, depuis à peu près 5 mois déjà, professeur. Tout à fait, tout à fait. Tout en sachant que par rapport à cette problématique de riposte anti-Covid, tout s'est concentré sur l'hospitalier parce qu'effectivement, le risque est grand, la gravité de la maladie est telle que les services de réanimation et les services d'urgence se sont mobilisés pour prendre en charge les cas graves. Et il se trouve que, épidémiologiquement parlant, le virus au Maroc, quelque part, a eu des manifestations différentes, tant mieux quelque part, parce qu'on n'a pas eu autant de cas graves, tant mieux parce que le pays a pu prendre des décisions, comme vous l'avez dit, très tôt, qui ont permis de ralentir ou d'éviter des problématiques comme dans le pays en Europe. Et comme vous l'avez souligné à la fin de votre intervention, c'est que en étant mobilisé pendant ces mois pour gérer toute la partie hospitalière, il y a toute la demande de santé de la population et pas simplement les maladies chroniques, mais la demande quotidienne de pédiatrie, de maladies qu'on voit couramment en médecine générale. Moi, je suis médecin généraliste d'exercice et tout en sachant que la médecine générale allie cet aspect intégré dont vous avez parlé qui est à la fois le médical, le social et l'éducation auprès de notre population. Donc, les médecins généralistes au Maroc, privés surtout, se sont sentis un petit peu mis à l'écart par rapport à cette dynamique de riposte. Les procédures et les protocoles sont hospitaliers, la lumière est plus centrée sur ce que font comme travail colossal les services de réanimation et à l'hôpital. Et on s'est retrouvé un petit peu démunis par rapport à les demandes de la population qui sont nouvelles. Donc, vous, en tant qu'enseignant, en tant qu'épidémiologiste, en tant que consultant, dans vos réunions, par exemple, de prise en charge, de réflexion à l'échelle stratégique, est-ce que vous tenez compte ou là, vous avez une idée qu'il y a probablement une grande partie des professionnels de santé qui sont en attente de consignes pour agir, pour faire partie de cette riposte? Vous avez parfaitement raison. Votre réflexion et votre question sont très pertinentes. Je pense que vous le savez, je suis un fervent défenseur de la médecine générale. C'est vrai, je suis infectiologue, mais je suis d'abord et avant tout un médecin généraliste et je crois que notre système de santé ne peut être fort et continuera à être fort que s'il se base sur la médecine générale. Il faut que la médecine générale, et j'espère que le post-Covid, dans la repensée ou la réflexion sur notre système de santé, va remettre encore une fois le médecin généraliste au cœur du système. Vous avez parfaitement raison. Et moi, parmi mes recommandations, le post-Covid, en tout cas, quand je dis le post-Covid, c'est plutôt le post-confinement. Ils vont bien comprendre qu'on ne va pas se débarrasser du Covid-19 dans un mois. Et ça va durer encore des semaines ou quelques mois. On n'a plus de cas graves, ou très peu en tout cas, ce qui est une très bonne nouvelle. Notre natalité est à 3%. Nous avons une positivité du dépistage au moment où je vous parle qui est aux alentours donc, de 9%, avec quand même encore plus de 100 cas tous les jours qui s'accumulent. Donc, on n'est pas sorti du process épidémiologique, c'est-à-dire la dynamique épidémique montre que nous sommes encore en croissance. On n'a pas encore atteint le sommet. On a des pics au sein d'une dynamique globale. Et il n'y a pas de raison, il faudra que le médecin généraliste soigne les Covid-19, qu'il soit dans son cabinet médical privé ou qu'il soit dans le centre de santé. Moi, je suis un fervent défenseur. Il n'y a pas de raison, puisque 81% des cas sont des cas paucisymptomatiques ou peu symptomatiques. Il suffit simplement qu'avec le collègue médecin généraliste, qu'il y ait des sortes donc, de travail en commun ou de prise en charge commune. Le médecin généraliste est tout à fait capable de faire un ECG avant de démarrer de l'hydroxychloroquine ou de l'azithromycine. Il est tout à fait capable de faire son enquête épidémiologique pour connaître les sujets contacts. Il est tout à fait capable donc de faire les examens de base et les examens biologiques avant de démarrer le traitement et de faire son suivi. Donc, il n'y a aucune raison. Et vous avez parfaitement raison de dire que nous avons, pour des raisons qui
qui se justifiait parce qu'on avait peur de cette épidémie, parce qu'on ne la maîtrisait pas, on ne la connaissait pas. Et la stratégie marocaine a été une stratégie purement hospitalière. Vous avez parfaitement raison de le dire, puisque tout sujet positif est hospitalisé et le protocole thérapeutique, on le démarre. Nous-mêmes, là, nous suivons dans notre unité, maintenant à peu près 116 personnes que nous suivons dès le départ, où il y a des personnes qui effectivement avaient très peu de symptômes ou étaient en bonne santé, à part évidemment quelques perturbations de leur bilan biologique et quelques signes cliniques mineurs. Mais ceci, on peut le faire en ambulatoire, on peut le faire dans un cabinet de médecine générale. Et je crois que mes collègues de médecins généralistes, vous aurez un travail énorme à faire. Là, je crois que la connexion, on a un petit souci avec la connexion. Professeur Heikel, vous m'entendez? Voilà. Professeur Heikel, vous êtes toujours là? Voilà, retour. Voilà, retour. Problème de connexion, voilà. Problème de connexion, d'accord. Alors, écoutez, moi je reviens sur le rôle crucial du médecin généraliste et je vous l'ai dit, en post-confinement, il sera indéniable qu'il faudra absolument mettre à contribution le médecin généraliste pour le suivi, car 80% des patients peuvent être suivis en ambulatoire. Il suffit parfaitement, comme je l'ai expliqué, donc de faire un ECG, de faire un bilan biologique donc de base, simplement pour s'assurer que la stratégie thérapeutique ne causera pas de tort à notre patient. Et ça, le médecin généraliste est tout à fait capable de le faire. Et il l'a toujours fait pour énormément de pathologies. Et aujourd'hui, lorsque des cas nécessiteront des avis plus spécialisés, il n'y a aucune raison dans ces cas-là qu'on ne coordonne pas l'action, la prise en charge, ce qu'on appelle le parcours de soins du patient, et vous pourrez l'envoyer en milieu hospitalier. Et vous avez également parfaitement raison de dire que cette stratégie qui a été bien sûr bonne parce qu'on ne connaissait pas la dynamique de l'épidémie, on ne connaissait pas les risques, on avait peur que la létalité soit très élevée, comme dans les pays qui ont plus de moyens que nous. Maintenant, nous avons plus de recul, nous pouvons mieux maîtriser la situation d'un point de vue donc de gravité, mais il faudra également que le médecin généraliste reprenne son rôle crucial, aussi bien en matière de prévention primaire, secondaire et tertiaire, pas uniquement pour le Covid. Il est important que vous repreniez votre rôle pour les autres pathologies chroniques qui, je le répète, représentent 29% donc de prévalence chez la population adulte marocaine. Donc, au contraire, le médecin généraliste doit avoir un rôle crucial et j'espère quand dans la réforme et dans la réflexion sur la refonte du système de santé marocain, eh bien, on va considérer ce genre donc d'éléments et en particulier le rôle de la médecine générale dans notre système de santé. Vous avez décrit toutes les étapes de façon très précise. Disons que pour nous, en tant que médecins généralistes, surtout du privé, les collègues du public sont automatiquement mis à contribution de par le fait que le ministère de la Santé, quand il se mobilise pour une riposte ou dans le cadre d'un programme national de santé publique, les collègues généralistes sont forcément impliqués, informés, formés. Historiquement parlant, le partenariat, le paradigme, le cloisonnement entre public et privé est tel que jusqu'à maintenant, malgré toutes les recommandations, il y a beaucoup de difficultés à mettre en place une collaboration entre secteur public et secteur privé. Ça se fait dans certaines régions, dans certaines zones, mais disons plutôt que ça part sur le principe d'une collaboration quand on se connaît entre collègues pour faciliter le travail ou le parcours du patient pour la population. À l'échelle du système, ça ne s'est toujours pas fait. On n'a pas été, on suit les hypertendus, mais on n'est pas impliqué dans le programme de santé publique, du suivi des maladies
chronique. Je pense que c'est historique. Et comme on est dans une position minoritaire par rapport aux hospitalo-universitaires, parce que c'est vous qui prenez les décisions, parce que c'est vous qui décidez des programmes, il est fort possible que dans le cadre d'une responsabilité sociale de nos enseignants, pour qu'on puisse être à la hauteur de ce qu'on attend de nous. La démarche scientifique manque beaucoup. Des fois, des collègues, je parle de la majorité, pas simplement de quelques collègues qui font de très belles choses. Mais l'idée, c'est de pouvoir profiter de cette crise Covid pour mettre un ancrage de quelque chose de pratique dans le sens de réfléchir ou travailler avec des comités scientifiques académiques et hospitalo-universitaires avec des collègues généralistes sur la prise en charge en ambulatoire en pré- et post-Covid. Ça m'étonnerait qu'actuellement, il y ait un groupe de généralistes qui soit capable de travailler tout seul de façon autonome, comme dans d'autres pays, par exemple, de systèmes de santé proches, pour pouvoir mettre en place des procédures. L'aval de l'académique, l'aval de l'hospitalo-universitaire est un tampon essentiel pour qu'on puisse arriver à des choses concrètes. Écoutez, encore une fois, vous avez parfaitement raison. Je crois que, encore une fois, il y a eu des tentatives, hein. Par exemple, la réforme des études médicales qui a restauré la médecine de famille comme étant une spécialité. Mais encore une fois, entre le fait que nous instaurions la médecine de famille comme une spécialité, mais que la médecine générale reste, c'est comme si nous refaisions une autre catégorie. Je crois que c'est très important de faire de la médecine de famille, bien sûr, c'est crucial, mais il faut donner aussi aux médecins généralistes ces lettres de noblesse. Et encore une fois, je ne vois pas de nouvelles politiques de santé parce que nous n'avons pas le choix. Nous devons, et je pense que Sa Majesté l'a dit dans son discours en 2018 et en 2019, au mois de juillet, au 30 juillet, il a demandé à l'État, au gouvernement en fait, de refondre le système de santé. Il n'a pas demandé une réforme du système de santé. Il a dit une refonte. Donc, c'est un mot extrêmement fort. Refondre quelque chose, eh bien, c'est accepter de dire, donc voilà, nous avons un diagnostic de la situation, on va tout reconstruire. Donc, et reconstruisons sur des bases solides. Et qu'est-ce que ça veut dire reconstruire sur des bases solides? Eh bien, la base solide de notre système de santé, c'est la médecine générale. La base solide de toute notre prévention primaire et même secondaire, eh bien, reste la médecine générale. Donc, et il faut… santé aussi, à quel point l'éducation santé a montré que c'était un point essentiel dans la riposte anti-Covid, l'éducation, toute la partie prévention. Et évidemment, et encore une fois aujourd'hui, moi je vois dans notre unité, j'ai beaucoup de collègues de médecins généralistes qui viennent nous aider, faire des gardes avec nous, travailler avec nous dans notre unité. J'en suis ravi. Mais encore une fois, on leur a donné des missions qui sont plutôt liées à la même logique, à la même réflexion du réseau des établissements de soins de santé primaire et la contact avec le réseau hospitalier. Il faut que le médecin généraliste participe à l'éducation pour la santé comme il sait le faire dans les centres de santé ou dans les cabinets médicaux, mais également au traitement, mais également à la recherche, également à la formation. Pourquoi est-ce qu'un médecin généraliste dans son cabinet ne recevrait pas des étudiants en médecine? La connexion fait des scènes encore, on va y arriver. Il n'y a aucune raison. Il faut être logique. Si nous avons des docteurs en médecine qui n'auraient pas un étudiant en médecine. Voilà, rétabli. C'est mieux? Oui, c'est mieux là. Voilà, donc je vous disais, le médecin généraliste doit participer à tout le process. Il doit être un éducateur pour la santé, il doit être un soignant donc de base, il doit être même un soignant pour la prévention primaire et même pour la prévention donc tertiaire, et il doit participer aux activités d'enseignement et de recherche.
Il n'est écrit nulle part. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler aux États-Unis, au Canada, et je peux vous dire, beaucoup de médecins généralistes sont des enseignants-chercheurs. La médecine générale est un domaine extrêmement vaste, extrêmement intéressant, qui permet aux collègues également de donner leur input et leur savoir-faire. Je peux vous dire que dans certaines pathologies, j'ai constaté dans certaines études, et encore une fois, avec tout le reste dans lesquels, lorsque le médecin généraliste a beaucoup d'expérience au cours d'années, il fait beaucoup mieux que certains médecins spécialistes sur une pathologie particulière. Et ça, j'ai pu le constater à plusieurs reprises. Et comme je suis un fervent défenseur de l'encadrement des étudiants en médecine par des médecins généralistes, aussi bien du public que du que privé. du privé. Ouais. Ben donc, il y a matière à faire. Pratiquement, par exemple, ça serait intéressant de mener une expérience pilote dans le cadre du post, comme vous l'appelez, du post-Covid qui est parti pour durer. Je ne pense pas, comme vous l'avez dit, qu'on va en finir dans les semaines. Et quelque part, même si ça ne reviendra jamais, Inch'Allah, ça permettra de mettre en place un modèle de riposte qui impliquerait les médecins généralistes privés aussi dans cette lutte. Ça serait ça l'objectif d'un projet pilote, par exemple? En fait, ma vision, elle est encore beaucoup plus large que ça. Elle est encore beaucoup plus large. Encore une fois, même s'il n'y a plus de Covid-19, malheureusement, et ce sont les cycles épidémiques, il y aura d'autres pathologies, il y aura d'autres Covid et il y aura d'autres. Et j'espère que nous traverserons dans les meilleures conditions, que notre pays traversera dans les meilleures conditions. Moi, je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas envisager de politique de santé dans notre contexte si on n'intègre pas le public et le privé ensemble. Même s'il peut nous sembler que les objectifs sont les mêmes. Et des fois, on pense que les objectifs ne sont pas les mêmes. Les objectifs financiers, peut-être, ne sont pas les mêmes, mais les objectifs de santé du citoyen sont exactement les mêmes. Moi, je dirais que ce n'est pas des objectifs financiers. Moi, ce que je dis aux collègues public, c'est que nous avons les mêmes objectifs et les mêmes missions. Vous êtes payés en mode forfaitaire. Nous sommes payés, c'est un paiement à l'acte. Donc, ce n'est que des décisions de cadre juridique de travail au Maroc qui pourraient changer ou pas, ou mettre en place un secteur privé à but non lucratif. Là, on est en train de parler de la survie de la population, de la survie de notre système de santé. Comme vous l'avez dit, des décisions radicales peuvent être prises qui vont dans le sens du bien de la population. Tout à fait. Moi, par exemple, je vois très, très bien à ce que le réseau des établissements de soins de santé primaires soit un réseau qui intègre les centres de santé, les cabinets à travers le pays, que le cabinet médical fasse partie de ce réseau. Au même titre, vous l'avez dit, vous soignez des hypertendus, il faut vous impliquer dans la lutte contre l'hypotension artérielle à l'échelle nationale. La même chose pour le diabète, la même chose pour tellement d'autres pathologies. Il n'y a pas de raison de ne pas être impliqué. La vaccination. La vaccination, écoutez, aujourd'hui, la majorité des enfants marocains sont vaccinés dans les centres de santé. Excusez-moi, ils ne sont pas vaccinés par des pédiatres. Ils sont vaccinés par le médecin généraliste. Lorsque nous avons besoin de nos collègues pédiatres, évidemment, nos collègues pédiatres, et je les remercie de faire le travail formidable qu'ils font au quotidien, mais la vision globale donc, de santé publique, le programme national d'immunisation qui a été instauré au Maroc, qui a eu des réussites au Maroc depuis les années 90, c'est grâce avant tout aux centres de santé, grâce avant tout aux médecins généralistes. Eh bien, il faut impliquer. Et comme c'est le 12 mai, c'est la journée mondiale des infirmiers, je crois que Bien sûr, les collègues ont un rôle crucial. Ah oui, il faut remercier les infirmiers tous les jours. Ils font un travail formidable. Que seraient les médecins sans les infirmiers? Que seraient les infirmiers sans les médecins? C'est un couple qui ne peut pas divorcer et qui ne divorce. C'est un très bon exemple. Voilà. C'est le seul couple qui n'a pas le droit de divorcer parce que nous avons entre nos mains, nous les médecins et nous les infirmiers, la santé des gens. Et donc, nous sommes condamnés dans le beau sens du terme à travailler ensemble dans l'intérêt donc du patient. Donc, au même titre que je vois le réseau des cabinets et des centres de santé, je vois exactement le réseau des hôpitaux et des cliniques. Il faut également penser le réseau d'hospitalisation privée avec le réseau d'hospitalisation publique, avec également les mêmes objectifs, et tout ceci connecté ensemble, ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert,
la référence et la contre-référence entre un cabinet et un hôpital, entre un cabinet et une clinique, entre un centre de santé et un hôpital, entre un centre de santé et une clinique. Pourquoi pas? Le seul enjeu, c'est la santé de la population. Et moi, je Tout trouve à que fait. l'expérience que vous menez dans votre clinique, vous êtes la première clinique privée au Maroc, je crois, qui a pris en charge des Tout patients. à fait, tout à fait. On a été les premiers à nous considérer comme un hôpital préfectoral, comme un hôpital public. On Magnifique. s'est mis à la disposition de la direction régionale de la santé et ça fonctionne très, très bien. Et c'est gratuit pour tout le monde. Les médecins sont bénévoles et ça se passe très, très bien. Évidemment, on ne peut pas faire ça ad vitam Voilà aeternam, mais pour toutes ce les que j'allais pathologies. dire. Oui. Mais lorsqu'il s'agit d'une crise nationale, lorsqu'il s'agit d'un enjeu national, nous sommes tous mobilisés, qu'on soit public ou privé, pour la même cause et bénévolement. Et ça, c'est normal. C'est notre devoir éthique et moral. Et morale, notre responsabilité sociale. Moi, j'aime beaucoup. Je sais que vous êtes très fan de cette approche, que pour vous, l'objectif, qu'on soit dans le secteur privé ou public, c'est la santé de la population. Tout à fait. On est en crise, nous sommes au service de notre pays et donc pour le bien-être de la population, c'est dans ce sens. Les autres demandes et prérogatives, elles sont en stand-by pour le moment parce qu'il Tout est à fait. question de Tout à survie fait. du système. Un dernier mot pour les généralistes privés. Je sais que vous avez été plus défenseur de la médecine générale que moi dans cette entrevue. Merci beaucoup, professeur. Euh, moi, je vais solliciter un groupe de médecins généralistes pour exprimer et partager leur expérience de terrain dans le cadre de ces entrevues. Donc, on aura peut-être l'occasion de voir comment est-ce qu'ils vivent la chose sur le terrain. Un dernier mot pour les généralistes. Écoutez, moi, le dernier mot à mes amis de médecine générale, parce que je fais partie aussi de cette famille, parce que de toute façon, on ne peut pas être un spécialiste sans avoir fait de la médecine générale. Je crois que c'est très important que mes amis de médecine générale reprennent leurs droits dans notre système de santé. Et je le dis dans le beau sens du terme. Ils ont leur place, elle est cruciale, elle est fondamentale, elle est au cœur du système donc, de santé et à tous les niveaux. Et je veux également, je leur souhaite qu'ils reprennent également cette notion de formation qui est, nous sommes des perpétuels étudiants en médecine, hein, nous tous, hein, quelle que soit notre spécialité. Je crois qu'il faut également qu'ils jouent leur rôle d'encadrant, de chercheurs et d'enseignants pour les futures générations, que ce soit des externes, des internes. Et je crois qu'aujourd'hui, la médecine générale devra, dans le nouveau paradigme de santé, c'est-à-dire revoir notre système de santé, et dans le cadre même de la couverture sanitaire universelle, je crois que la médecine générale doit retrouver ses lettres de noblesse, elle le mérite amplement. Merci beaucoup, professeur Heikel. Je vous souhaite Moi, un bon courage, bonne continuation merci. et à très bientôt. Merci de votre amitié. Au revoir. Merci beaucoup.